Et salut les gars, bienvenue dans les podcasts de La Grange. Aujourd'hui, je suis accompagné de monsieur John Goodrich et de Olivier de The American Dream. Et on va vous parler un peu de ruralité, que ce soit en France ou aux US. John, est-ce que ça va? Oui, oui, c'est très bien, je t'entends parfaitement, puis je suis ravi d'être là avec toi et avec Olivier pour parler de la ruralité américaine et française. Olivier, toi? Tout va Très bien? content d'être là également, là, de bon matin ici. Je me réveille, premier podcast de la journée, en direct de la ruralité texane. C'est vrai parce que toi, tu es vraiment rural. Ouais, Si tu veux, on peut commencer en disant la chose suivante. Aujourd'hui, il y a pas mal de Français qui visitent quand même les États-Unis, mais très peu visitent la ruralité américaine. ouais. Ils pensent connaître les États-Unis en allant à New York, en allant à San Francisco, en allant à Miami. Et certains disent, ben non, moi j'ai fait un peu plus quand même parce que j'ai fait le tour de l'Ouest, ou je Mm. suis parti faire le tour, mais des lieux touristiques. Et les lieux touristiques, le Grand Canyon, c'est pas la ruralité, et le Bryce Canyon, c'est pas la ruralité. Et ça, c'est quelque chose que, pas seulement les Français, mais la plupart des gens dans le monde ont du mal à comprendre. Qui est l'Américain profond? Quel est le style de vie? Qu'est-ce qui l'anime? Et la plupart du temps, à cause des films qui sont faits par Hollywood, avec des gens qui pensent en termes de New York et tout ça, on fait toujours un portrait de la personne rurale américaine en tant que redneck. Redneck, c'est une expression qui veut dire le cou rouge. C'est une expression qui se moque, en fin de compte, des fermiers, des agriculteurs, parce que leur cou est rouge à cause de l'exposition permanente au soleil. Ça vient de là. Et donc, on les appelle des rednecks. Comment est-ce qu'on traduirait redneck en français? Moi, je dirais que dans les connotations habituelles, on dirait un plouc. Ouais, c'est Hein, ça, ça, ouais. c'est la chose la Ouais. plus proche. Un redneck, c'est un plouc. Mais quand on commence à connaître davantage, et je crois que là, toi, tu peux en dire plus que nous tous, Olivier, il y a des valeurs et une profondeur chez l'Américain profond qui habite à la campagne, qui va à l'église locale, qui va au café local, qui va au diner local et tout ça, etc., qui se manifeste bien plus dans des habitudes quotidiennes que ce que l'on pourrait penser ailleurs. Et c'est pas qu'ils ont un comportement auquel on pourrait s'attendre, comme on peut avoir en France, si on va dans la France profonde, etc. Il y a également beaucoup de choses que moi j'aime beaucoup dans des traditions françaises. Mais chez l'Américain qui est là, il y a surtout cette recherche de laisser la place à d'autres. Je ne sais pas si tu ressens ça de la même façon, Olivier, quand tu vas dans un diner, la personne va s'asseoir, il est à l'aise et tout ça, mais on laisse la place à d'autres. Il y a toujours le fait d'accueillir l'autre comme il faut. Je pensais encore aujourd'hui, parce qu'on est allé manger un morceau à midi, je sais qu'il est très tôt pour toi, Olivier, mais et tout à l'heure avec Louis, on est allé manger un morceau. Et on est arrivé, on était les premiers au resto, on était un quart d'heure, 20 minutes avant, puis ils nous ont dit, est-ce que vous allez pouvoir attendre, etc. Donc il n'y avait personne, hein, comme d'habitude. En France, il n'y a personne avant l'heure. Mais ils nous ont tous mis dans une table pour deux personnes dans un coin. Ce qui ne se fait pas aux États-Unis. Aux États-Unis, tu arrives, tu peux m'arriver tout seul, tu vas voir la banquette entière et tout ça, etc. On n'anticipe pas sur le fait qu'il va y avoir d'autres personnes qui puissent prendre des places. Et on laisse la place à l'autre. Et je crois que c'est quelque chose d'inhérent qui est la culture politique est rentrée dans les mœurs quotidiens chez l'Américain profond. Dans la plupart des pays européens, on parle de démocratie, etc., etc. Donc, dans une démocratie, pour ne pas se faire mal voir ou pour ne pas se faire persécuter, il s'agit de se comporter comme la majorité des gens, hein, parce que la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Alors que la République au sens américain, c'est avant tout la mise en avant de la liberté. Et c'est cette manifestation, toujours le respect de la liberté avant tout, qui fait une grande différence. Et ça, on ne va pas s'en apercevoir si on est étranger, on vit en Amérique, de cette façon-là. Il faut y vivre, il faut y habiter, il faut fréquenter des endroits qui sont peut-être les mêmes, où on rencontre des gens qui sont parfois les mêmes, parfois pas les mêmes, et pour voir le comportement régulier des gens. Mais je voulais seulement dire ça en termes
d'introduction et sans vouloir trop prendre la parole là-dessus. Olivier, qu'est-ce que tu dis C'est là-dessus? intéressant ce que tu dis sur le fait que les gens se retrouvent dans des diners, tout ça. Et effectivement, c'est dans la culture ici, mais comme en France, on se retrouve au bar, café, PMU, tout ce que vous voulez. Hein? J'ai une anecdote là-dessus, à mon avis, qui va souligner encore une différence entre les États-Unis et la France. C'est qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que on respecte l'établissement privé, on respecte le restaurant comme étant un établissement privé qui appartient à quelqu'un. Et on Ouais. ne le voit pas comme un lieu public. Alors qu'en France, le troquet, le PMU, c'est presque la place publique. On dirait que c'est un service public presque à quelque part qui est disponible. Je vais vous donner un exemple. C'était il y a quelques mois, et bon, il y a quelques problèmes de drogue dans les campagnes américaines. Je pense que les gens ne ferment pas les yeux là-dessus. Maintenant, on sait qu'il y a des problèmes d'opioïdes, des choses comme ça. Et c'est le cas à côté de chez moi. Il y a des gens dans des trailer parks qui utilisent des drogues, qui dealent des drogues, des choses de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est très présent, qui est présent dans la ruralité américaine. Mais bon, on se retrouve dans ce bar-restaurant et il y a des gens qui sont visiblement sous influence de drogue, qui sont dans leur coin. Et ces gens-là, il commence à y avoir des embrouilles, mais entre eux. Ils ne se mélangent pas avec les autres du bar, donc nous on les regarde un peu d'un œil comme ça. Ils ne se mélangent pas, mais entre eux, ça se dispute, ils commencent à s'insulter, tout ça. Au final, ils partent. Ils partent, mais il y en a une qui oublie son sac derrière. Donc commence à y avoir un peu des histoires de gens qui reviennent dans le bar, où est le sac, qui l'a pris, machin, des trucs comme ça. Des embrouilles pour rien, surtout des quiproquos. Les gens se sont mal compris. Et donc ça ne s'échauffe pas, mais quand même, il y a un petit peu voilà, une sale ambiance comme ça. La femme, ensuite, qui avait oublié son sac, qui était visiblement sous l'influence de drogue, est revenue s'excuser auprès de la barman pour lui dire je suis désolé, elle a dit c'est ton kingdom, c'est ton domaine, c'est là où tu travailles, c'est ton établissement, C'est ton royaume. c'est Mm. ton royaume, c'est ça. Je suis désolé d'avoir empiété un peu sur ta tranquillité et le fait que ce soit ton établissement. Moi, j'ai l'impression, tu nous diras, Pierre, que en France, ça aurait été genre, ah bah ça va, c'est bon, c'est le PMU local, ça va. J'ai fait un peu de bruit, j'ai agacé les gens, mais bon, c'est la place publique en fait, en quelque sorte, et sans avoir l'impression d'avoir enfreint sur la propriété de quelqu'un. C'est très intéressant ce que tu dis, hein, parce que je n'avais pas pensé à ça sous cet aspect-là, mais la notion de propriété privée euh, va avoir la primauté sur tout le reste. Et ça existe dans tous les domaines. Autant ça existe dans tous les domaines privés, mais dans les domaines publics, c'est le contraire. Par exemple, si on va à l'école, il n'y a rien de pire pour un Américain moyen que les instits ou que les directeurs d'école, les administrateurs, se croient supérieurs aux parents. Ouais. Mm. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont dit nos enfants ne sont pas là comme des cobayes pour vous, c'est nous qui décidons sur quoi ils vont être exposés. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Dans l'Amérique profonde, hein, de nouveau. Mm. Oui, effectivement, tout ça, ça s'applique pas aux écoles à Los Angeles qui poussent tous les programmes qu'on connaît. Voilà, là, on Ouais. parle vraiment de l'Amérique profonde. Et nous, en France, tu vois, il y a ce souci déjà en France, de base, la propriété privée, c'est quelque chose de très spécial, quand même. On n'y est pas trop attaché. Et ce que vous dites pour les bars, je suis d'accord. Sauf quand c'est une institution. Tu sais, quand tu dis plus je vais au bar machin, c'est quand tu dis je vais chez Dédé, là, tu vois. Ouais. Lui, il y a ce côté un peu propriété privée, etc. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est vraiment compliqué. Mais pas que pour ça, c'est que la mentalité des gens n'est pas la même déjà. Moi, je sais que je suis revenu, ce que je disais à Olivier, je suis revenu des États-Unis, et j'ai été, ça m'a remétamorphosé de revoir des gens accueillants, bienveillants, qui interpellent. Ah, super machin. Ça fait bizarre. Quand on vient de France, ça fait vraiment bizarre d'avoir ce genre d'attitude. Et je pense que ça, dans les campagnes, alors chez nous, c'est un peu comme ça dans les campagnes, mais là-bas, je pense que c'est encore plus extrapolé. Moi, j'ai fait que de la campagne au final, hein. La seule ville où je suis allé, c'est Dallas, et j'y suis resté. On y restait quoi, bon, un petit Le temps moment, du mais podcast, quoi. le son du Ouais. podcast, ouais. Mais après, tout le reste, j'étais vraiment dans la grosse campagne, quoi. Je pense que la plus grosse ville qu'on ait fait, c'est quoi? C'est Weatherford, quoi. Ouais, voilà. Donc ouais, et c'est vrai que, comme disait John, il y a ce côté, aller aux États-Unis pour les villes, moi, ça, depuis le début, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais voir vraiment comment ça se Mhm. passait. Et ce que j'ai vu, ouais, voilà, c'est des gens très attachés à la liberté, quoi. Ça m'a marqué. Nous, on a plein de régulations ici, en France, même si c'est en campagne. Là-bas, on arrive en campagne, il y a une maison, ça va être un trailer. Une autre maison, ça va être un chalet en bois.
une autre maison, ça va être un truc en dur. Et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai trouvé ça vraiment. Moi, Ouais. ça m'a rendu fou, quoi. On le voit au niveau des élections, au niveau de il y a plein de gens qui sont, notamment tous les pundits, tous les têtes pensantes, à la télé, qui sont complètement à côté de leur pont parce qu'ils cherchent à faire des analyses soit raciales, soit par, gendre, masculin, féminin, soit par âge, soit par des tas des critères qui sont pas du tout les critères fondamentaux qui regroupent des gens et c'est ce qui a trompé tous ces gens-là et ils se sont gourés d'une façon phénoménale, lors des dernières élections. Alors que le caractère qui était la signature même des différences entre la façon dont les gens votaient, c'était les urbains contre les ruraux. Et on le voyait, mais partout à travers tous les États-Unis, il y avait des analyses, par exemple, toute la Pennsylvanie, tout ce qu'il fallait, c'est regarder le nombre de personnes qui allaient voter, qui étaient en milieu urbain, par rapport à des ruraux. Et quand j'avais fini de compter les votes, par exemple, à Philadelphie, à Pittsburgh et un peu à Harrisburg, mais essentiellement, c'était fini. Quand on était rentré dans la ruralité, ben, c'était phénoménal dans le sens où c'était les gens qui faisaient bien plus confiance à Trump, à leur avenir, dans le fait d'exprimer leur liberté, etc. Et c'est vrai à travers tous les États-Unis. Et même la Californie, qui a tendance à voter vachement à gauche et tout ça, etc., c'est à cause de Sacramento, San Francisco, toute la baie avec les grandes villes là-bas, Los Angeles, même San Diego, etc. San Diego est un peu moins à gauche, mais c'est essentiellement toutes les grandes villes. Mais si on rentre dans l'intérieur du pays, où il y a par exemple beaucoup d'hispaniques, où on disait qu'avant ils votaient démocrate et tout ça, du tout, la ruralité a tendance à voter pour leur liberté et pour la possibilité de réaliser leurs rêves. C'est surtout ça. Ouais. Et puis Mm. parce qu'ils ont l'exemple des villes. Alors, je pense qu'il y a aussi une association qui est faite inconsciemment, c'est que le gars de la campagne n'a pas envie d'habiter en ville. Parce que sinon, il habiterait en ville. Je veux dire, c'est facile d'aller en ville. C'est pas comme si c'était chasse gardée et que c'était impossible d'y aller. C'est un choix d'habiter à la campagne, c'est un choix d'habiter en ville. Donc, celui qui habite à la campagne, en plus, choisit vraiment de ne pas habiter en ville, puisque ce serait encore plus pratique d'être en ville. On ne va pas mentir, il y a plus de cases, il y a plus Ouais. de choses à faire, il y a plus d'opportunités. Donc, celui qui habite à la campagne choisit d'être à la campagne et il choisit d'être à la campagne parce qu'il n'a pas envie d'aller en ville. Du coup, pourquoi? Parce qu'en ville, il y a des régulations, il y a des choses qu'il n'aime pas, et donc du coup, il vote pour pas avoir les mêmes régulations qui se retrouvent en ville. D'ailleurs, Plus on de le voit. liberté. Ouais. Et si tu te balades avec un flingue visible en ville, même si tu as le droit, même si c'est un endroit où c'est complètement permis, on va quand même te regarder d'une façon spéciale en ville. Ouais. Alors que si tu es à la campagne, tu sais très bien, quoi, tu peux te balader avec un flingue. Moi, je me souviens, j'avais amené des Français, ils étaient complètement étonnés parce qu'il y avait un mec qui se promenait dans la rue avec son gamin dans un bras et de l'autre un énorme flingue. Ouais. Tu vois, et puis les gens disent, mais à quoi ça sert? Ben, parce que tu peux. Mais Oui. oui, c'est juste Ça, ça, c'est en un fait. truc que j'ai pas compris au début quand j'arrivais aux États-Unis, que je leur posais la question justement, mais pourquoi ça, pourquoi ça? Ils me disaient bah, parce qu'on peut. Et au début, je me suis dit oui, c'est bête, c'est un peu comme dire tu peux aussi battre ton chien en fait. Tu vois, il y a des États américains où c'est pas interdit, il n'y a pas des lois de protection animale, mais ça veut pas dire qu'il faut le faire. Mais en fait, après, tu comprends l'étape d'après, c'est en fait non, tu peux parce que et si tu l'exerces pas, tu ne pourras plus. C'est ça qui est important. Voilà. Et il faut que ça soit en accord avec une certaine moralité. Et c'est ça qu'on ne comprend pas chez les rednecks, chez les ruraux aux États-Unis, c'est qu'il y a une dominante de la moralité qui est là en permanence. On se comporte selon certains principes moraux et pas selon des lois ou des réglementations. Parce que tu parlais, en ville, Mmh. on va te mettre plein de réglementations parce que les gens perdent un peu les notions morales, tu vois. Et ça, c'est important. Et on a tendance à oublier ça, que dans la création de l'Amérique, là, il y a un bouquin encore qui est là derrière moi, celui de Adam Smith, qui n'était pas son premier bouquin, qui était La richesse des nations, mais le deuxième qui était Des sentiments moraux. Et ça, c'est très important, et on a tendance à ne pas comprendre l'ancrage profond de croyances en vérité morale. Et le confort qui amène un style de vie, qui amène une liberté de vie, qui amène le plaisir de fonctionner avec d'autres personnes, c'est que quelque part, tu sais
il peut y avoir des petites différences, mais dans l'ensemble, les gens vont respecter certains principes moraux plutôt que des lois. Ouais. Ouais. Mmh. Et là, ça aide d'avoir une culture redneck. Et d'ailleurs, on parlait de la définition de redneck, moi, que je trouve très juste ce que tu as dit. Ce que je rajouterais, c'est que effectivement, ça partait d'un mot péjoratif, mais que les campagnards américains, les country boys, se sont réappropriés le mot redneck, un petit peu comme le N-word aux États-Unis, qui désignait les Noirs américains, se le sont réappropriés pour dire, OK, c'était péjoratif, mais en fait, on va remettre un jeton dans la machine et on va dire, non, on assume. Alors qu'en France, on n'a plus le droit de dire des mots comme ça, ni quoi que ce soit, parce que, il fut un temps quand, tu écrivais un bouquin, mais c'était pas qu'il écrivait, Oui, tu pouvais utiliser le mot «haine» français, mais aujourd'hui, tu as plus ouais. le droit de le dire. Donc tu es obligé de contourner par tout un biais qui est bon, bref. Ils ont inventé le mot Oui. prête-plume pour ce fameux. Ah, on dit un Et prête-plume c'est quel Un maintenant? mot? Ah putain. prête-plume maintenant, ouais. Prête-plume. Oui, Ah ouais, c'est un le nouveau prête-plume. mot politiquement correct. Ouais, 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 prête-plume. Bon, moi, je pourrais créer beaucoup d'insinuations, mais ce serait pas bien d'en parler là-dessus. Aïe, Mais aïe, bon. aïe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour que les Français cherchent à comprendre? Numéro un, cherchent à comprendre comment fonctionnent les rednecks, les ruraux aux États-Unis, mais cherchent à en tirer un certain enseignement qu'ils vont pouvoir mettre en place également, dans la France profonde. Parce que ça peut exister en France profonde. Moi, j'ai eu l'occasion et j'aime bien parce que je parle trop facilement avec les gens parfois. Je me souviens, j'étais en train de rentrer d'Espagne et puis je suis passé par, pas très loin de chez toi, Pierre, pas très loin, de l'autre côté des Pyrénées, je suis passé par Foix Ah oui, OK. et là, je me suis arrêté parce qu'il y a un resto qui est hyper sympa, qui est sur un balcon, qui surplombe la rivière qui traverse Foix et cetera. Je sais plus si c'est l'Ariège? C'est l'Ariège et c'était un hôtel également et j'ai commencé à discuter avec le mec là-bas. Et j'ai dit, parce que vous vendez plein de CD, de DVD et de bouquins, etc., sur les Qatars. Et ça fait partie d'un des éléments de l'histoire française qui peut être très controversé dans un sens ou dans l'autre. Et moi, je dis, mais comment ça se fait que vous avez tous ces trucs-là, etc. Parce que ça semble être contre la tendance régulière de ce qu'on attend en France de façon générale. Et lui qui sentait que j'étais bien plus ouverte pour parler de tout ça, etc., il dit, vous savez, ça fait des siècles que si le vent tourne à Paris pour aller dans un certain sens, nous, automatiquement, on va aller dans l'autre. Et donc, il y a cet aspect-là qui existe en France également. Et pour moi, je trouve ça très, très intéressant. Et j'ai découvert ça en 2017 également, quand il venait de sortir tout le mouvement des Gilets jaunes, où je m'arrêtais régulièrement sur des ronds-points pour discuter avec les mecs, ou pour aller dans des cafés et discuter avec eux, etc. Et parmi les gilets jaunes, c'était des rednecks à la française. Mais quand on commençait à discuter avec eux, mais j'étais époustouflé des connaissances économiques et tout ça qu'il y avait. On me parlait des Rothschild, on me parlait de pas mal d'autres choses, de la Federal Reserve, alors qu'a priori, il n'y aura jamais ce genre de questions qui seront posées parce que les rares fois où ces gens-là étaient interviewés, c'était avec des orientations très spécifiques de la part des journalistes qui cherchaient à les manipuler, mais c'est quelque chose qui a existé aux États-Unis aussi avant. Et que, comme disait Olivier tout à l'heure, ça avait donné une mauvaise image à ceux qui étaient des rednecks. Mais ça a été basculé, c'est-à-dire le mot a été repris. Parce que il faut toujours que la culture se fasse par la reconquête des paroles. Sinon, c'est 1984, c'est George Orwell qui explique vers où ça va. Donc, si ça a été fait aux États-Unis, ça peut être fait en France, ça peut être fait un peu partout. Moi, je sais, j'ai un peu la chance de pouvoir parler quelques autres langues quand je suis dans les pays de l'Est. Je vois qu'il y a une reconquête d'abord du langage. Et ça, c'est très important où il y a un sens de libération que les gens vont commencer à parler de certaines choses. Alors peut-être qu'ils sont plus enclins à le faire parce que ils ont vécu pendant un certain temps sous l'emprise du rideau de fer, du communisme. Et donc, ils savaient que les choses se disaient, mais personne n'y croyait. Et donc aujourd'hui, c'est plus facile de revenir dans le bon sens. Donc peut-être qu'il y a espoir. Il y a espoir quand même pour la France sur ce plan-là. Moi, j'espère, mais il y a ce côté où, déjà, ça fait des années qu'en France,
On fait passer les ruraux pour, des ploucs, mais vraiment au sens péjoratif du terme. C'est qu'ils font tout pour les ridiculiser, dès que c'est à la télé, voilà, il y a ce problème-là et les États-Unis, les ruraux ont réussi à rebondir parce qu'ils ont ramené cette culture redneck, les gros 4x4, les fêtes, le truc. Ils ont réussi vraiment à créer une contre-culture un peu cool, vraiment cool, que nous, en France, le problème qu'il y a, c'est que j'ai toujours ce souci de me dire, bah, ouais, c'est compliqué de ramener un truc cool, même pour les jeunes, pour les montrer qu'on peut même politiquement parlant, parce que bon, même dans nos campagnes, on est quand même, relativement de droite. Bon, pas assez libéral à mon goût, mais relativement de droite. Mais il y a pas ce truc pour donner un engouement aux jeunes, en mode un peu cool. Enfin, si c'est trop terroir, c'est trop porté sur la gastronomie et tout, c'est vachement bien, mais il y a pas ce côté, ouais, vraiment culture, chouette, quoi. Il y a pas la country, par exemple. La country, c'est vraiment super bien. Ça chante, les tracteurs, ça chante, nous, on n'a pas trop ça. Il y a pas de musique, on n'a pas de style vestimentaire, à part le béret, mais, c'est les jeunes, ils veulent pas trop mettre des bérets et du coup, j'ai l'impression que, ceux qui veulent faire avancer le truc, on s'américanise beaucoup. Moi, le premier, hein, j'ai une casquette, je suis Mmh. habillé en fringues Ouais, américaines. ouais. On a ce côté-là et j'aimerais bien, même si c'est un gros mot de le dire, pour certains Français, mais j'aimerais bien qu'en fait, on arrive à évoluer en prenant ce modèle américain, en disant: «Bon, on a une culture qui est comme ça, on va mettre les choses comme ça, maintenant on va faire ça, ça, ça» et que ça grandisse, en fait et que le côté libre se fasse parce que la campagne, ça a toujours été même en France, un synonyme de liberté. Moi, demain, je veux tirer dans mon jardin avec mon 12 ou faire le con avec ma voiture et déraper dans la boue, je peux le faire. Et est-ce que tu crois pas que c'est culturel avant tout? Il faut pas oublier qu'en France, c'est pas un pays de gauche et de droite comme on croit. Ouais. Parce que aussi bien la gauche que la droite sont d'origine bourgeoise en France. La gauche est bourgeoise et la droite est bourgeoise. Et pour pouvoir s'ouvrir au côté rural, les bourgeois ont toujours été opposés au côté rural. Ils ont toujours regardé le côté rural avec mépris. On sait par exemple qu'il y a des organisations soi-disant de droite avec des magazines qui sont parmi les meilleurs. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas faire Mmh. de controverse Ouais. ici. Puis je sais qu'ils sont trop sensibles et puis ça va hérisser le poil sur le dos trop vite. Mais certains magazines dits de droite et qui sont bien a priori, vont regarder des personnes, on me l'a dit ça, qui sont la nouvelle droite, si on veut, en France, mais comme ils viennent du sud, ils ont un accent du sud, donc on peut pas faire passer ces ploucs, quoi. Ouais. Ça c'est oui. Et vous savez de qui je parle, et cetera, dans ce genre de situation. Et ils s'y réfèrent. Et tant qu'il y aura ce genre de centralisme bourgeois et de regard avec mépris du reste de la population, c'est là où il y a le problème. C'est il y a le Ouais. problème. C'est même pas une question de gauche, de droite, c'est une question de croyance, de supériorité de certaines personnes au-dessus des autres. Ouais, et aussi le problème en France, c'est que pour arriver au pouvoir, il faut forcément passer par Paris, du fait que politiquement tout soit centralisé. Alors qu'aux États-Unis, il y a possibilité de devenir une petite célébrité locale avant de monter. Je pense à J.D. Vance notamment, qui était sénateur de l'Ohio, qui n'aurait, s'il s'était Hillbilly présenté, Elegy, oui, ouais. oui, il aurait jamais accédé à la présidence sans passer d'abord par sénateur de l'Ohio, et puis parce que bon, bah, Ouais. il a le profil qu'il a, il a été sélectionné par Donald Trump comme Alors c'est colistier. curieux ce que tu dis parce que si je pense à pas mal de présidents français, allez, revenons en marche arrière. Aujourd'hui, bon, c'est Macron, lui, il est de Amiens. Amiens, le Touquet, et cetera. Bon, ville moyenne, et cetera. Ensuite, si on remonte avant, Hollande était de Tulle, en plein milieu du Massif central naissant. Avant lui, Sarkozy était région parisienne, Neuilly et tout ça. Il fait plus partie des bobos. Avant lui, Chirac, c'est la Corrèze. Mmh. Ouais. C'est vrai. Avant Chirac, il y avait Mitterrand. Et Mitterrand, lui, c'était Château-Chinon, c'est la Nièvre. C'est un petit bled de la Nièvre. Château-Chinon, c'est tout petit. Avant lui, il y avait Giscard d'Estaing qui était chamalière en Auvergne, si je ne m'abuse. Mmh. Et je suis en train de me faire passer un test moi-même. Ensuite, il y avait Pompidou
qui lui était dans le Cantal, je crois, ou dans le Lot ou par là, quelque part, Mmh. dans le sud-sud-ouest, etc. Avant De Gaulle, qui était à Colombey-les-Deux-Églises, qui était à Lorrain. Mais donc, en fin de compte, il n'y a pas mais l'État profond français et parisien. Mais au final, ils ressortent du moule pareil, en fait. Alors qu'ils viennent Ouais, du c'est vrai qu'il y a Cantal, ça. de la Nièvre et tout ça. Ouais, 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 Ouais. c'est curieux. Il y a une machine qui prend des gens de la campagne et qui les transforme À personne des villes. en... Ouais, mais ça a Ouais, permis, sous Mitterrand, à ce que Bérégovoy se suicide de 2 balles dans l'arrière de la nuque, dans la Nièvre également. Mais c'est donc quelque part, on arrive à cacher des choses dans la France profonde. oui. Ouais, Il en ouais. est pas mort tout de suite, hein, ça lui a pris 9 à 10 heures à mourir au Val-de-Grâce et le dernier qui a passé ses 8 dernières heures avec lui, à son chevet, c'était Mitterrand, habillé tout de noir parce qu'il faut respecter quand même certaines choses. Et ça date d'avant votre époque, donc vous vous souvenez Ouais. pas peut-être de ça? Mais ouais, non, il y a ce souci, c'est vrai que comme disait Olivier, c'est pas, tout est centralisé à Paris et puis, ils forcent, les gens à aller à Paris. C'est-à-dire que demain, un mec qui veut être créateur, beh, il faut qu'il aille à Paris. Voilà. S'il y a des ordres à avoir, que ce soit pour l'agriculture ou quoi, ah beh, il faut voir avec Paris et c'est vrai qu'il y a ce côté où, je regrette un peu qu'on soit pas le côté fédéral des États-Unis joue beaucoup aussi. Je pense que, le fait que chaque État ait sa propre politique et son propre mode de vie, le mec qui, demain est en Californie, un peu rural, ça commence à le faire un peu chier que, ça devienne trop, citadin, trop démocrate, beh, il se dit: «Beh, je vais dans un autre état» et ça change, du tout au tout. Lui, sa vie, elle va C'est changer ce qui se complètement. passe. Ouais. Ouais, c'est ce qui se passe. Nous, on peut pas le faire. Nous, même en Non. Europe, parce que l'Europe, c'est devenu même l'Europe est centralisée maintenant, ça a tout centralisé. Qu'on aille, bientôt quand on ira en Italie, en Allemagne, à part le paysage, la politique sera la même et moi, c'est ça que je trouve un Ouais. peu regrettable. Et c'est peut-être en train de rebondir, hein, parce qu'il y a quand même des mouvements en Roumanie, en Géorgie, en Moldavie, en Italie, en Allemagne, et cetera, où il y a des mouvements anti-européens, sans parler de la Hongrie, de la Pologne, et cetera. Il y a des mouvements anti-européens qui commencent à être très forts. Un des derniers pays à vraiment soutenir l'Europe à fond la caisse, c'est la France. Alors Mmh. que, à l'époque du vote de Maastricht, la majorité des gens avaient voté pour le fait Ouais. de quitter l'Europe. Mais on ne respecte pas ce genre de choses. Et, Heu, c'est intéressant de voir tous ces choses-là en train de se développer en ce moment. Donc c'est pour ça que moi, j'ai plutôt espoir positif. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un côté plus fédéral. Ce que mmh. tu disais, Pierre, est tout à fait juste. Mais ça, on ne comprend pas cette notion de fédéralisme en France parce que je crois que derrière tout ça, il y a la victoire du laïcisme où Ouais. on a enlevé le patriarche, le père, on l'a sorti en termes de responsabilité de la maison et maintenant tout le pouvoir est entre les mains, en fin de compte, de l'État. C'est ça. C'est Ouais. l'État qui arrive d'un côté avec son autorité patriarcale et de l'autre côté avec ses mamelles pour maintenir les gens en détention sur ce plan-là. Donc là, on voit en fin de Ouais. compte pas de problème. Il y a ça, et puis aussi culturellement en France, cette idée d'avoir des États, d'avoir du fédéralisme, ça fait un peu féodal et c'est un peu, ça fait ancien régime. Et les gens instinctivement n'aiment pas ça, à tort, je trouve, Ouais. mais c'est cette idée de ah non, 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 on revient à une France fragmentée. Avant, ils imaginent qu'il va y avoir des guerres entre, je sais pas, la Bourgogne et je sais pas qui, alors qu'on pourrait très bien tous s'entendre, mais juste être plus indépendant. Oui, puis on leur a tellement mis dans la tête que la royauté, c'était pas bien et que la Ouais, révolution et la démocratie, c'était la vie, qu'ils changeront jamais trop d'avis. C'est ça qui est malheureux, tu vois? mhm. Ouais, ouais. Et je sais pas quelle serait la réponse à ça. Je sais ce qu'ils font de l'autre côté, c'est que ils cherchent à donner une autre version de l'histoire. À force de répéter, les gens finissent par y croire, hein, liberté, égalité, fraternité, et cetera. Bon, fraternité, je suis pas contre, c'est bien. Liberté, je suis tout à fait pour. Égalité, je suis tout à fait contre. Ouais, Parce moi que aussi. l'égalité, automatiquement, ça va être le nivellement par le bas. Ouais, Mais à force de le répéter, les gens croient que ça devient un dû. Et donc, c'est une appartenance qui
préconditionne les gens au fait de regarder le voisin, de regarder ailleurs, pour voir ce que eux sont en train de faire et comment eux profitent du système plus que nous. Ouais. Alors que l'Américain, à la base, je ne dis pas tout le monde, hein, mais à la base, il va regarder quelqu'un qui a du succès et il va admirer le succès chez l'autre pour ensuite être inspiré pour avoir du succès par lui-même. Ouais. Ou même pas forcément être inspiré, mais en tout cas pas être jaloux. Et ça, c'est dingue. Parce que moi, je connais des gens ils savent qu'ils n'ont pas forcément l'ambition d'être chef d'entreprise ou d'aller monter un business ou alors de se lancer dans la création de contenu, typiquement, parce que voilà, ils aspirent à une vie plus simple et c'est très bien pour eux. Mais en tout cas, ils vont pas jalouser sur les résultats des autres. Alors que malheureusement, en France, il y a ce côté ah, il a eu ça, et parce qu'il a une belle voiture, ça veut dire que c'est pour ça que moi, j'ai une moins bonne voiture. Mais c'est lié de nouveau à une théologie dominante qui, en fin de compte, en France, est le laïcisme, basé sur cette notion d'égalité, alors que en Amérique, il y a quand même une croyance à base chrétienne où il ne nous appartient pas d'être envieux, d'être jaloux, ni quoi que ce soit. Ce sont des péchés, a priori. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors que quand tu enlèves Dieu de la donne, tout le monde devient Dieu. Donc tout le monde commence à juger les uns les autres et ce qui leur est dû ou pas. Et puis, comme ça, on va nulle part, on le sait, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien marqué aussi quand je suis allé au Texas. C'est que il y en a partout. Quand on vient d'un pays laïque où forcément on nous force à ah non, pas de signe ostentatoire, ah mais non, t'as pas le droit d'avoir une croix autour du cou, t'as pas droit à ci, enfin c'est que des interdictions. Enfin quand on arrive là-bas, qu'il y a des panneaux, enfin voilà, il y en a partout. Il y a des églises tous les 2 mètres. Il Enfin y a des panneaux publicitaires sur l'autoroute c'est ça. pour Enfin des moi églises, j'étais en quoi. mode mais pourquoi on n'a pas ça? Et là où ça m'a fait le plus de choc, mais toi tu y étais de toute façon Olivier, c'est au rodéo. C'est au rodéo quand on s'est tous Ah, levés. On a tous prié et c'était l'unité totale. Et en fait, il y a eu aussi cette notion de patriotisme parce que avec ça, après, il y a la présentation du drapeau, tu sais, ouais. et il y a l'hymne national et juste, enfin, et c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, oui, pour qu'il y ait une unité, faut qu'il y ait ça en fait, faut qu'il y ait Dieu quelque part. Sinon, ça marchera Ouais. pas. Ben Mais alors parce Et que de le pourquoi plus en plus, rodéo, c'est ça. il y a du risque. Donc, tu as intérêt à prier pour les gens parce que c'est peut-être leur dernière prière aussi. Tu vois. Ouais. Ah oui, oui, il y a du risque, ouais. Bah, c'était. Attends, c'était à ce rodéo-là ou la semaine d'avant, il y avait eu un blessé très grave au rodéo? Je me souviens plus. Si je Ah, je confonds sais une plus. histoire avec celle-là, ouais. Avec une autre Nous, il y a histoire. eu un blessé. Nous, il y en a un qui s'est pété 2 côtes là quand on y avait été. Ouais. C'est extrêmement dangereux comme sport, ouais. Moi, j'ai vu organiser un rodéo en Arizona parce que je faisais venir des Français par grands groupes régulièrement. Et il y avait un été où on était 1000, je crois que c'était en été 86. On est venu en Arizona et puis j'organisais un rodéo dans le sens où il y avait un endroit pour faire des rodéos avec 1000 places, etc. Et en payant $10 000, ça leur permettait de venir et d'avoir les prix, etc. Donc ça faisait partie des tournois officiels de rodéo. Et j'avais plein de Français, donc nous, ça nous avait coûté $10 par tête pour 1000 personnes. C'était pas très cher à payer, etc. Et là, comme il y avait beaucoup de Français, ils ont respecté. Ils ont commencé par la prière, bien sûr, la prière du cow-boy, hein, elle est très célèbre. Et ensuite, sur les chevaux, ils avaient fait toute la balade avec l'hymne américain, le Pledge of Allegiance, et ils avaient fait le drapeau français et américain, par respect pour les Français. Les Français étaient épatés. Après, il y a eu tout le rodéo, etc. Il y a un mec qui s'est fait briser le bras sur Ouais. un taureau parce que son bras est Ouais. resté coincé, quoi. C'était assez horrible. Et à la fin, pour que tous les Français s'amusent, dans toute l'arène qui est encore pleine de fumier, de gadou, etc., ils ont lâché des chèvres et des brebis, et ils ont lâché tous les Français pour qu'ils s'amusent, ils étaient jeunes à l'époque, etc., pour qu'ils cherchent à les attraper, les ligoter, etc., pour faire le rodéo. Et il n'y avait rien de meilleur, parce qu'il y a plein de gens qui se souviennent de ça comme une expérience. Et quand je leur demandais quelle était la sensation la plus grande qu'ils avaient ressentie pendant ce temps-là, même des années plus tard, ils avaient dit la liberté. Tout était possible. On s'est éclaté parce qu'il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de quoi que Ouais. ce soit. On savait ce qu'on avait besoin de faire. On se roulait dans la boue. On était heureux parce que libre. Moi, c'est un peu l'expérience que j'ai eue, c'est que je suis parti, je suis revenu, mais ma tête, elle est encore là-bas. Parce que même si c'est quelques jours,
de regoûter à une vraie liberté. Une vraie et pas la liberté qu'on a ici, regoûter à la vraie liberté forcément, après on peut plus revenir en arrière, c'est impossible Mais il faut et se il faut se battre tout le temps pour la garder, hein. C'est comme, mmh. disait Benjamin Franklin et vous avez la liberté si vous pouvez la garder, tu vois? Et Thomas Jefferson disait, «Le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle». Mmh. C'est pour ça qu'il y a le deuxième amendement, hein. Il y a le premier et le deuxième, hein. Tu veux rappeler aux gens les 2 amendements, le premier et le deuxième, Olivier? Ouais, bah, le premier, ça garantit les libertés fondamentales d'association en général, liberté de culte et liberté d'expression. Et deuxième amendement, c'est évidemment le droit de posséder et de porter des armes. Ouais. Oui, oui. Ouais, Chose ouais, que ouais. nous n'avons pas. C'est-à-dire que nous, en France, c'est pour eux, ça a été tellement basique qu'ils ne l'ont pas marqué dans la constitution pour les armes et au final, ça nous a Ouais. Il y a ce fameux mème, tu sais, où ils reviennent dans le passé, tu sais, et ils disent à Thomas Jefferson, ils font, bon, là, tu as marqué shall not be infringed, ne peut pas être enfreint, et tu as l'impression que ça suffit, mais non, 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 il faut rajouter des trucs, genre même les tailles de magazine, même quand il y aura des semi-automatiques, même quand... ah oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça voilà, c'est ça, c'est Dieu et les flingues. Dieu God and Mmh. Guns, quoi. Je pense que Ouais, c'est ça qui fait aussi que la ruralité, elle se tient et qu'il y a tout ça et que nous, en France, déjà sans l'un, c'est compliqué, quoi. Les armes, c'est un peu plus délicat. Dieu, c'est encore plus délicat parce que, on te encore que, en campagne, ça va, ça m'a fait plaisir. J'étais, en ville pendant quelques années, là, pour le travail. Je suis revenu dans ma petite campagne et de revoir des calvaires ou des croix un peu partout, dans les villages, ça m'a refait du bien de ouais, me dire: «Bon, il y a quelque chose de possible». Mais ouais, il y a du travail. ouais. Il y a du travail quand même, je pense. Et sur les armes, je pense que ça fait aussi une grosse partie, c'est que, ça permet aux gens de pas Eh beh, moi moi trop perdre leur liberté, quoi. moi, quand je dis à Mmh. à des amis français que moi j'ai des amis en Arizona qui ont des armes, qui sont bien armés, jusqu'au fait d'avoir des bazookas chez eux, je dis: «C'est des bazookas, à quoi ça sert?» Moi je dis: «Le deuxième amendement dit qu'on a besoin d'être armé pour organiser des milices au cas où le gouvernement deviendrait tyrannique». Bon, maintenant, réponds à ma question. Est-ce que le gouvernement a des bazookas? Oui. Donc si on veut se défendre contre des bazookas, faut au moins avoir des bazookas, hein. Ouais. Il y a Ouais, cette ouais, fameuse phrase c'est de Joe Biden où il avait dit oui, mais ça sert à rien d'être armé parce que l'armée américaine a des F-35, donc en fait, si on, il avait sous-entendu d'ailleurs, si on veut vous écraser, on peut le faire. Ce Ouais, qui est absolument faux parce que l'armée américaine n'a pas remporté une victoire écrasante en Afghanistan contre toutes les milices qu'il y avait dans les montagnes. Donc ça ouais. prouve bien qu'en ayant les moyens du bord, avec quelques armes et beaucoup de détermination, on arrive à tenir face à l'Empire américain. Et donc ça, c'est valable aussi pour l'intérieur. Tout à fait ouais. vrai, tout à fait vrai. Mmh. Mais ça se défend. Il faut le défendre en permanence. Mm. Faut jamais lâcher la banane. Oui, alors que mais sauf que là-bas, ils ont cette mentalité-là. Justement, dû au second amendement et qu'on le rabâche assez, je pense que quand il y a un candidat républicain qui vient, il rappelle, là Trump, hein, il a rappelé le second amendement, il s'est un peu affilié avec la NRA et tout. Nous en France, le souci qu'il y a, c'est que, dès qu'on va faire, quelque chose d'anti-étatique, hein, un peu, ou qu'on va montrer un signe de rébellion, on va se faire couper l'herbe sous le pied. Tout à l'heure, on parlait des gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé, plus ou moins. Les gilets jaunes, demain, Ouais, ils auraient été armés, ça serait peut-être pas passé pareil. Peut-être qu'ils auraient Ouais. été écoutés un peu plus attentivement déjà. Il y a ça, Et mais il y a aussi le problème, c'est que les deux tiers, pour être gentil, encore des gilets jaunes dépendent de subventions de l'État d'une certaine manière. Donc en c'est fait, ça. malheureusement, c'est difficile de se couper du système quand, je dis pas que c'est leur faute, mais malheureusement, la majorité des Français sont dépendants de la mamelle du gouvernement, et donc c'est toujours plus compliqué dans ce cas-là. tu me rappelles les paroles d'Alexis de Tocqueville qui disait que, cette république américaine va continuer à durer jusqu'à ce que 50 ou plus des gens commencent à dépendre de l'État pour leur vie. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à l'extérieur, que la base même de l'américain, c'est pas de faire confiance au gouvernement, mais c'est que le gouvernement leur fiche la paix. C'est même pour ça que traditionnellement, en Amérique, il y a un niveau de participation aux élections qui est bien plus bas que la plupart des pays. Parce qu'ils en ont que foutre, parce qu'ils disent, on en a que faire. Foutez-nous la paix. Ouais. Et puis aussi beaucoup d'États où leur vote ne compterait pas. Je pense Caroline du Nord, New Jersey, et même si New Jersey, bon, mais Mmh. Washington DC par exemple, voilà, peu importe que tu ailles voter ou non, au final, ça ne changera pas le vote. Ouais. Euh,
qui a aussi un peu cet effet-là, quoi. Mais il y a des choses Mmh. qui sont en train de changer sur tout ce plan-là, et cetera, parce que le nouveau parti républicain, je dis bien le nouveau parti républicain, celui de Trump, commence à s'intéresser de plus en plus à des élections locales également. Pendant un Ouais, certain temps, ils n'ont pas ouais. fait assez attention et donc toutes les élections locales pour des procureurs, pour tout ça, ont été dominées par des dons de George Soros et ça fait beaucoup de mal et donc maintenant, c'est encore en train un peu de Oui, changer. heureusement qu'il se rattrape là-dessus, parce que c'est vrai que personne Mmh. regardait ces histoires d'élections locales. Ouais. Et pendant que personne regardait, les démocrates avançaient les pions. Et maintenant, tu te retrouves dans des situations, parce que finalement, les juges, même dans les États républicains, les juges aux États-Unis sont élus, pardon, au Texas sont élus, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les États, sans doute pas, mais les juges à Austin sont démocrates, et donc ben, les juges ont le pouvoir de remettre en liberté conditionnelle, de laisser des gars récidiver potentiellement, alors que c'est là où c'est quand même super important d'avoir quelqu'un peut-être un peu plus à droite, un peu plus sévère dans ces positions-là. Ouais, parce que les juges, pour les gens qui ne savent pas, aux États-Unis, la plupart des juges sont élus, bah, partout. Les juges sont élus. Le shérif est élu et tout ça. Au Texas, en tout cas, il est élu, oui. Ce qui est exceptionnel, c'est pour ça qu'on n'a pas de radar d'ailleurs, parce que le premier qui commence à mettre des radars ne va pas se faire élire, donc ne met pas de radar. Donc voilà, Ouais, ouais, ouais. c'est Ah ben, réglé. en Arizona, on faisait la chose suivante, c'est qu'ils ont découvert que pour accuser quelqu'un d'excès de vitesse, il fallait prouver qui était au volant. Et il fallait que ce soit prouvé que ce soit sa voiture. Donc, ce que tout le monde a commencé à faire, c'est que bah, moi, j'enregistrais ma voiture au nom de ma femme et ma femme enregistrait sa voiture en mon nom. Elle conduisait une voiture que j'ai enregistrée en mon nom et moi, je conduisais une voiture qui était enregistrée à son nom. Et avec la loi américaine, en Arizona, l'État, les juges ne peuvent pas m'obliger à dénoncer un membre de ma famille. Donc, Ah ouais. l'autre conduisait une voiture, etc. Donc, bah, il pouvait nous choper avec tout le radar qu'il voulait. Et alors? Ça, avec toutes ces magouilles, enfin magouilles, avec tous ces petits trucs comme ça, tu vois, Pierre, pourquoi il y a des énormes panneaux publicitaires pour des pubs d'avocats aux États-Unis. Parce qu'en fait, il Oui, faut vraiment un gars pour déceler tous les trucs comme ça. il y a ça, mais Un tu peu vois, cette trop. mentalité, un peu cette mentalité anti-État, ben nous, on l'a plus. Tu sais, on l'a Oui, un petit peu, tu vois, c'est ce qu'on se disait dans oui. ton débrief. Quelques campagnes où ils vont aller péter 2-3 radars et tout. Mais cette mentalité un peu anti-État, un peu foutez-moi la paix, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Ou moins dans la ruralité, là où je suis allé, donc au Texas. Mais alors qu'en France, c'est compliqué. Ils ont peur, ils ont. Et puis, comme disait John, ils y sont biberonnés, donc ben, ils veulent pas aller contre la mère nourricière, quoi. Et ça, Ouais. ça devient un gros problème. Et je sais pas comment on va pouvoir faire pour aller contre ça, parce que ben, ils ont cette force-là d'avoir. Parce qu'on parle d'état profond, mais chez nous, il est là quand même. Mais si tu veux, Pierre, quand on a vu la croissance du wokisme au cours des dernières années et la vitesse à laquelle il a été descendu, on s'est retrouvés lors de la soirée électorale et puis on a parlé de certaines choses et puis on avait posé des questions sur ce qui se passe dans des petits groupes ici et là, etc., et qui sont avérés Mmh. fondamentaux. Et on voit que le wokisme, c'était une belle statue avec des pieds d'argile, hein. Donc Mmh. très, très fragile et là, il est en train d'être descendu à fond la caisse. Ouais, ça va être Et intéressant de voir comment en France les gens réagissent. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu un pic de wokisme, on va dire 2022-2023, et maintenant ça repart dans l'autre sens. Il y a un ouais, rejet de tout ça. Enfin, un rejet. Bon, je ne vais pas dire que. Voilà, j'étais encore dans l'avion l'autre jour, il y avait une section LGBT, de films LGBT dans l'avion. Voilà. Il y a quand même de ça. On ne va pas dire que. ouais. C'est pas l'Inquisition espagnole, mais ce que je veux dire, c'est on est plus. Le wokisme a déjà pic aux États-Unis, a déjà atteint son pic. En France, j'ai l'impression qu'on est dans le pic actuellement, ou peut-être qu'il y a encore un peu de marge pour monter. Et ce serait intéressant de voir si la tendance se confirme aussi en France. Bah, Trump vient de dire qu'il va annoncer effectivement que et il y a une voix qui vient d'être passée par le Congrès républicain, sur le fait il peut pas y avoir d'hommes dans des sports féminins au moins jusqu'à 18 ans. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et ils Mmh. viennent de décréter, un truc qui est passé en Russie de la même façon, qu'il y a que 2 genres, et pas 73. Tu vois? C'est ça qui me fait peur pour l'avenir, c'est que je vois là les États-Unis, ça se passe bien. Trump est là, il fait toutes ces mesures-là. Il y a Musk qui arrive avec plein d'idées un peu sur la liberté individuelle.
vraiment premier amendement à fond. Zuckerberg qui a retourné un peu sa veste, qui commence à faire pareil, ça commence à libérer un peu les trucs. Ouais, vite fait. Mhm. Mais nous, en France, j'ai l'impression que c'est tout l'opposé, et l'Europe même. Et à force, je vais avoir peur que ce soit le bloc américain. Alors, je vais pas parler de guerre froide, attention, mais que ce soit le bloc américain qui va être très porté liberté et très anti-État profond, etc. Et que nous, l'Europe, ça va devenir tout l'inverse, tout centralisé, tout Il y a bien. 1 an, il y a 1 an ou 2 ans, c'était pire aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont commencé à ne plus écouter, les médias officiels et commençaient à avoir de plus en plus de médias parallèles. Des gens qui ont, commencé à écouter des podcasts comme ce qu'on est en train de faire là. Mm. Et donc là, ils commençaient à avoir d'autres idées. Et là, déjà, dans beaucoup des pays de l'Est de l'Europe, c'est en train de se faire de la même façon. Et ça a besoin de croître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a des choses qui sont interdites. En France, par exemple, aux États-Unis, tu as Rumble. Olivier, tu sais que c'est interdit en France. Ouais, j'ai appris ça, ouais. Ouais, ouais, Rumble est interdit en France. RT, Russian Television, est interdit en France. Le pays de la liberté, soi-disant, il y a plein Ouais. de trucs qui sont interdits. Mais il faut pas baisser les bras. Il faut continuer à faire des choses, etc. S'ils en abattent un d'entre nous, il faut qu'il y en ait 10 qui se lèvent. Hein. Nous sommes Spartacus. Hein. C'est exactement ça. Et là, on se lève et on commence à faire des choses. Donc, moi, je crois que c'est dans un effort du fait de chercher à nous écraser qu'on va se renforcer de plus en plus. Il y a un verset qui existe dans le livre d'Exode, qui est le deuxième livre dans la Bible, au chapitre 1, verset 12, qui dit « Plus on les a affligés, plus ils se sont multipliés et grandis ». Il y a une grande vérité là-dedans. Mm. Donc, il ne faut pas regarder l'affliction qui vient de la part de ceux qui nous dominent comme une persécution intense, mais quelque part, c'est une bénédiction parce que ça va nous renforcer, ça va nous rendre plus solides dans le fait de faire ce qu'on a besoin de faire. Ouais. Désolé si je suis trop positif quant à l'avenir, mais Ah non, non, ça fait du bien aussi d'entendre un peu de positivité. C'est vrai que moi, des fois, ça me. Ouais, ce qui m'inquiète en France, je suis assez optimiste aussi, mais ce qui m'inquiète, en France, on a une culture de la. Aux États-Unis, il y a un peu une culture, enfin, c'est pas une culture, mais il y a un peu une culture de la guerre civile. On a plus tendance à se dire, quand les choses vont éclater, il y aura une guerre civile entre campagne et ville, ouais. entre État de la côte et le centre du pays. Alors qu'en France, on a plus tendance à s'imaginer, quand il y aura une crise, ce sera pas une guerre civile, ce sera une révolution. On va virer les gars qui sont en haut et on va les remplacer. Mais les remplacer par quoi? Et c'est ça qui me fait peur, c'est que si c'est pour le remplacer par un autre socialiste, bon, ça n'a pas changé grand-chose au final. Ben, il n'y a que du socialisme en ce moment en France. Hein. Aussi bien gauche et droite sont très centralisateurs, très socialistes. Les gens qui parlent de liberté individuelle, ils sont pas nombreux. Hein. Il y en a pas, en vrai. Mais il y Si. en a de plus en plus, j'ai l'impression. Peut-être que je suis dans une Il y en bulle a. et que j'ai l'impression qu'il y en a de plus, mais j'ai Mais il y en remarqué a certains qui ont trucs qui me des semblent. anciens déjà. Il y a Philippe de Villiers, il y a Asselineau, il y a quelques personnes, mais Et il va ils y sont avoir de l'emprunt à Doge, à Elon Musk, c'est sûr, ouais. je pense. Ça va radier un petit peu. La France va hériter un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Surtout si ça se passe bien. On va commencer à regarder Ouais, les je pense. États-Unis et se dire, ah, qu'est-ce qui a marché? Ça a l'air d'être pas Ouais. mal en fait ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense que ça commence déjà un peu. Je vois que Zemmour, il commence un peu à surfer aussi sur la vague, tu sais, d'Argentine. Ouais, Tu vois, la vague un ouais, peu déjà libertarienne et l'Argentine. tout. Ouais. Là. Milei. Mm. Ouais, sur Milei, ça commence à surfer un peu dessus. Donc, après, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas trop. Mais et c'est un combat permanent, hein. Souvenons-nous, hein, le prix de la liberté et la vigilance éternelle. Il y a aucun moment où il faut dire: «On a gagné». Ouais. Ouais. C'est Mais un il faut combat aussi que les gens permanent. se voient le prix que ça va coûter. Parce qu'en fait, je vais redonner un exemple sur un truc comme ça. Mon père était là la première fois qu'il est venu aux États-Unis. On a emmené des choses à la déchetterie, ma déchetterie locale. Et déjà, la déchetterie est assez loin de là où j'habite. Et ils se disent, ah, mais t'as pas de truc plus local? Et je fais, bah non, c'est une déchetterie privée. Et j'arrive et je paye la déchetterie. Du coup, je paye au poids. Le pick-up est pesé. Le pick-up avec la Mm. remorque est pesée à l'entrée, elle est pesée à la sortie. Ensuite, tu payes au poids de ce que tu déposes. Et il dit, ah ouais, mais tu vois, là où j'habite, on a une déchetterie gratuite. Enfin, là où il habite en France, on a une déchetterie gratuite. Mm. Je fais, mais non, mais elle n'est pas gratuite, en fait.
Elle n'est Ouais. pas gratuite parce Mmh. que tu payes tant d'impôts, parce que voilà, moi je paye quasiment rien par rapport à l'équivalent en France de la maison. Et ben oui, effectivement, ça veut dire que ma déchetterie est un peu plus loin et qu'elle est privée, donc on pèse mon camion et je paye au poids de ce que je dépose parce que c'est privé. Et il faut accepter ça. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de gens qui se disent ah oui, mais je veux bien qu'il y ait moins d'impôts, mais par contre, c'est surtout, je suis bien attaché à mes services publics et à tout ce qui a été mis en place par l'État autour de moi. Mais Mmh. c'est pas compatible. Ouais. Mais je crois que les gens sont pas conscients du coût réel des choses. Par exemple, ils se rendent pas compte que quand ils achètent un billet de train à la SNCF ou un billet de Mmh. métro à Paris, le coût réel est 10 fois plus. Et pourtant, ils se plaignent du prix, à juste titre, parce que c'est vrai que c'est très très cher pour ce que c'est. Mmh. Mais malheureusement, c'est le prix que ça coûte d'opérer des trains grande Ouais. ou même faible Ouais. vitesse. Hein. Ça coûte extrêmement cher d'avoir un réseau de train. Et puis bon, dans des villes comme Paris, effectivement, c'est sans transport en commun, j'imagine même pas la tronche des bouchons partout dans la capitale. Mais malheureusement, il n'y a pas de meilleure solution là sur ce coup-ci. Rassure-toi, Anne Hidalgo est en train d'obliger une vitesse maximum de 30 à l'heure, ce qui fait que les voitures vont passer plus de temps au ralenti et polluer un peu plus. Et en plus, le problème, c'est que j'en ai parlé à des gens comme ça, et ils m'ont sorti une réponse de français. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire genre, ah, on m'enlève quelque chose, ils se sont dit, oui, mais de toute façon, il y a tout le temps des bouchons, donc on roule jamais à plus de 30. Mais non, c'est pas vrai. J'ai vécu 6 ans à Paris, le soir, on roule à plus de 30, il n'y a pas de problème. Oui, effectivement, il y a des heures de bouchons où le périph' est ultra bloqué, mais là, on est en train de t'enlever quelque chose. Là. Arrête de le justifier. Ouais, ça, c'est une mentalité française. C'est que je pense qu'on a trop courbé les chines, tu vois, et que maintenant, eux, ils marchent qu'à l'interdiction. Et c'est pour ça que je t'ai dit que des fois, j'aimerais bien que ça marche un peu plus comme aux États-Unis, où j'ai l'impression que ça, c'est. Il y a des trucs, c'est pas possible. Il faut Mm. expliquer aux Français moyens que son problème, c'est pas seulement de courber les chines, mais c'est de financer la vaseline également. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien dit ça. Ouais. Mais oui, ça, c'est un gros problème. Pareil, la santé, les discours que j'entends sur la santé, ça me fatigue. Sur les retraites. Mais je pense que c'est parce qu'on leur mitraille ça aussi dans la tête. Ils font pas gaffe eux-mêmes. Et on y travaille, et c'est surtout qu'il n'y a pas le choix que d'accepter, vu que bah là en France, tu fais quoi? Oui, alors tu vas me dire, il y a des solutions, tu peux bosser au black, arrêter de cotiser, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est très Mhm. vrai. Le truc, c'est que la majorité des gens sont pas prêts à faire, c'est quand même un sacrifice. Il Donc, faudrait enseigner tout le 401k comme c'est en Amérique, ah oui. où il y a Mm. 80% des Américains aujourd'hui qui financent leur propre retraite en dehors de la retraite étatique, qui est ridicule. Et en fin de compte, le système du 401k, c'est que le patron participe, toi tu participes, et ce que tu fais essentiellement, c'est que tu achètes des actions, des fonds mutuels, et donc, comme il y a une croissance moyenne d'environ 8% des actions dans les fonds mutuels, qui sont les actions les plus sûres, etc., par an, tu as une augmentation de 8% par an de ta Ouais. retraite. Il y a deux intérêts au 401k pour ceux qui ne connaissent pas le système. En fait, ça vous permet de mettre une partie de votre salaire et de l'investir. Mais attention, vous l'investissez avant que les impôts arrivent. Donc, par exemple, vous gagnez 100 000 par an, je donne un chiffre rond. Vous décidez d'en mettre 10 000 sur votre compte épargne 401k. Vous n'êtes taxé que sur les 90 restants. Donc, en fait, vous baissez vos impôts et les 10 000 que vous avez mis sont nets d'impôts investis. Donc, du coup, ça fait plus investi tout de suite. Par contre, vous payez des impôts à la sortie. C'est-à-dire que quand vous récupérez votre retraite, c'est à ce moment-là où vous payez les impôts sur ce que vous sortez. Mais, entre-temps, l'argent a fructifié, l'argent net d'impôts a fructifié, et ensuite, supposément, quand vous êtes en retraite, vous gagnez moins parce que votre maison est payée, vous avez moins à sortir tous les mois pour garder votre train de vie, et donc, du coup, vous êtes sur des tranches inférieures, et donc, vous payez moins d'impôts au final. La, la dernière proposition d'Elon Musk, c'est de supprimer les impôts sur les retraites complètement. Mais de toute façon, ça c'est un truc que Trump voudrait également, c'est supprimer l'existence même du fisc. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, on peut toujours dire, oui, par exemple, no tax on tips, pas de taxes sur les pourboires. En fait, on est à deux doigts d'arrêter les taxes sur le revenu, en fait, parce que déjà, ça, c'est aberrant, déjà, qu'on soit taxé sur notre revenu. Parce que Tu sinon, sais, moi, ouais. En Russie, il y a une flat tax, que tu as été taxé à 13%, peu importe ce que tu gagnes. En tant qu'individu, si tu crées une OOO, c'est l'équivalent d'une LLC en Amérique ou d'une SARL en France, tu payes 6%. Mais 80% des gens travaillent au black, donc ils participent même pas à ce système-là. Ouais. Et le pays existe quand même. Ouais. Ouais, là, les derniers jours, il y a Trump qui a parlé du External Revenue Service et pas du Internal Revenue Service.
il est en train de revenir à ce qui existait avant la Federal Reserve, c'est-à-dire que le pays devrait pouvoir se financer entièrement des taxes à l'importation et de tout ça, etc. Et il n'y aurait pas d'impôt sur le revenu, un point, c'est tout. Bah, tu sais, ça donnerait un coup de boost à toute l'économie qui serait phénoménal, quoi. Ouais, bah là, je suis en train de me pencher sur les impôts, là. Parce que tu sais que c'est en avril, là, il faut commencer à se préparer Ouais, ouais, 15 avril. pour envoyer le chèque avant le 15 avril. Mais du coup, je commence à me pencher, je regarde ce que je vais payer, enfin, ce que j'ai payé, parce que c'est déjà retenu sur la paie. C'est incroyable, hein, le boost de pouvoir d'achat pour tout le monde. Enfin, pour tous ceux qui travaillent, encore une fois, le problème, c'est que ceux qui travaillent pas vont dire, ah ben moi, je bénéficie pas de baisse d'impôts. Ben oui, effectivement, vu que tu n'en payes pas. C'est vrai. Donc, Pierre, tu vois, il y a espoir. Il y a espoir. Il faut toujours fonctionner avec l'espoir. Il faut toujours croire en l'avenir. Et c'est surtout à ton âge, on dit une pipe. Si toi, tu perds espoir, si tu commences à ne plus croire en l'avenir, qu'est-ce que je devrais dire, moi, tu vois? Mais c'est pas perdre espoir, c'est que justement, c'est que je veux rester éveillé pour pas lâcher, pour pas me dire c'est du acquis, quoi. C'est Ouais. bon. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, culturellement parlant, on est dans une montée. Il y a eu le Go Woke Go Broke, il y a la culture un peu qui revient. Voilà, les podcasts, comme vous disiez, tous les deux, ça marche bien. Donc, il faut pas se contenter de ça. Moi, c'est ça que je veux pas. C'est que je me dis, pas me dire, allez, c'est bon, on est sur la bonne lancée, on reste Ouais. tranquille et ça va se faire tout seul, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on se soutienne entre nous. Mm. C'est ce qui se passe aux États-Unis au niveau des podcasts. Et maintenant, c'est la même chose. Il y a Baptiste qui écrit des bons trucs, on voit qu'on fait des choses. Moi, je le soutiens également dans tous les sens. Il faut fonctionner comme ça. Il faut se soutenir mutuellement les uns les autres. Et pas faire les Français là à jalouser les uns les autres là. Exactement. Faut Ouais, vraiment, ouais, ouais. ouais, faut vraiment faire une unité. Plus on sera nombreux, ouais, Uhum. mieux ça sera, quoi. Ok, ben écoutez les gars, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde encore d'autres choses ou si on a fait un peu le tour de la question. Non, non, je pense qu'on a fait le tour, ouais, c'était bien. Toi, Olivier, tu as des trucs à dire? Ouais, venez visiter. Je sais que c'est tentant d'aller visiter Times Square, d'aller visiter la Maison Blanche, d'aller visiter Ouais. Hollywood, tout ça. Mais si vous avez l'occasion de venir aux États-Unis, allez voir un peu de campagne aussi. C'est pas évident parce que les choses sont très loin les unes des autres, et donc c'est bien de passer par un guide. Je te texas.com. Mais Texas.com. mais non, mais je dis ça parce que c'est vrai. En fait, c'est vrai. C'est pas juste pour dire il faut payer un guide, il faut dépenser de l'argent. C'est Ouais. que les choses sont éloignées les unes des autres et il y a beaucoup de choses aussi inintéressantes. Il y a beaucoup d'espaces vides. C'est pas que c'est inintéressant, mais il y a beaucoup d'espaces vides aux États-Unis. Donc, si vous avez que 2 semaines de Ouais. vacances, il faut quand même aller voir des choses. Donc, c'est mieux de passer par quelqu'un qui connaît un petit peu. Prenez 2 jours. Vous avez 2 semaines, prenez 2 jours pour vivre la vie d'un bouseux, hein. Parce Mmh. que pendant ces 2 jours, vous risquez de comprendre des choses que vous ne comprendrez pas autrement. Sur OK. ces sages paroles, Ouais. on va se laisser. Juste pour la fin, John, les dernières vidéos, les Indomptables, vous pouvez si on peut présenter tout? On a une chaîne, sur, YouTube qui s'appelle Les Indomptables et on commence à mettre de plus en plus de choses dessus et puis là, on va démarrer d'autres choses sur, Patreon et cetera. Je vais faire toute une série sur des principes de la foi où, il y en aura 24 différents. Je vais parler des certaines différences sur une autre série entre la France et les États-Unis, sur le plan politique, sur tout ça, et cetera. On va rentrer chez Tocqueville, dans Profondeur dans la Révolution française, les Chouans et tout ça, et cetera. Les moments de la naissance de la laïcité en France, la période de Jaurès et comme quoi ça coïncidait presque en même temps avec la création de la Federal Reserve aux États-Unis et on va toucher à énormément de choses dans ce genre-là parce que une des choses qui va être extrêmement importante, c'est la connaissance. On a besoin de construire notre avenir sur des gens qui vont avoir certaines connaissances et c'est plus à l'école qu'ils vont la trouver. C'est entre nous et donc c'est important qu'on le fasse, et cetera. Donc on va continuer à faire plein de choses, là-dessus et il faut qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on se mette en avant, quoi. Et toi, Olivier? Les actus là, les dernières? Oui, j'ai des dernières vidéos ouais, qui sont sorties là, sur mon Patreon. Sur Patreon, c'est une vidéo par semaine en ce moment. Donc, Patreon The American Dream sur de la culture américaine. Donc là, il y a la vidéo de quand je suis rentré en France, il y a la vidéo avant, j'avais une vidéo sur un combat de nains, là j'ai une vidéo sur la chasse que j'ai fait en décembre, il y a une vidéo sur les rillettes, j'ai fait des rillettes maison avec les cochons que j'ai élevés.
J'ai fait goûter à des Américains, vous allez voir comment ça s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de rillettes aux États-Unis, il n'y a pas de culture de rillettes, donc j'essaie d'importer un peu ça. Donc voilà du contenu sur la culture américaine. Sinon, je serai en live. Je crois Ouais. qu'il y a des rillettes, mais ça se mange pas en tant que rillettes. Tu sais comment ça s'appelle? C'est le pulled pork. Ah, le pulled pork, oui, c'est Le vrai que pulled c'est un pork, peu. parce que Ouais. tu le tires également avec une fourchette, comme ce que Ouais. tu fais pour préparer des rillettes. Bon, ben parfait. OK. Ben, je vous remercie. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la bio, dans la bio, dans les descriptions. Et puis, ben, c'est l'heure de dire au revoir à tout le monde. Donc, Au revoir tout le monde. au revoir à tous et merci d'avoir été là. Salut, ravi d'avoir passé du temps avec vous, les gars. Un OK, plaisir. ciao.